Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Héloïse Lédier. Je suis ravie d'être là avec vous pour animer la conférence qui va suivre et qui a pour titre « Chasser le vide dans la logistique ». Parce qu'on dit que la nature a horreur du vide, mais la logistique aussi. On chasse le vide dans les entrepôts, dans les cartons, dans les camions. Et pour en parler, je suis avec Patrice Henrion, directeur général de BOA Concept, spécialiste de l'intralogistique. Agathe Gravier, directrice de l'industrie Consumer Products pour Arvato France, prestataire logistique. Et Lionel Galli, Business Development Manager de Spark Technologies, fabricant de solutions d'emballage automatisées en 3D. Alors, première question, pourquoi il faut chasser le vide en logistique? Enfonçons des portes ouvertes. Lionel Galli. Qui veut commencer? Ou Patrice Henrion, lancez-vous. Je me permets. Allez-y. Bonjour à tous. Pourquoi chasser le vide dans la logistique? Écoutez, tout simplement, c'est que le vide coûte cher. Aujourd'hui, il faut revoir notre mode de distribution. Il faut revoir de quelle manière on va pouvoir livrer, en B2B ou en B2C. Et pour livrer au mieux et ne pas perdre trop d'argent, il faut clairement se poser les bonnes questions. Juste un chiffre, 30% des gaz à effet de serre émis en France, c'est lié au transport et à l'emballage. Donc il y a sans doute quelque chose à faire et travailler sur différents leviers pour diminuer ces gaz à effet de serre. Agathe Gravier, vous confirmez? En effet, c'est aussi une question environnementale, hein. C'est une question d'optimisation, c'est une question de perte de marge, mais c'est aussi une question environnementale et c'est pour toutes ces raisons que nous traitons ce genre de sujet. Je vous donne le conseil à tous les trois, gardez bien le micro le plus près possible du menton. Patrice Henrion, pourquoi chasser le vide? Pourquoi chasser le vide? Peu importe. Déjà, il y a du monde, ça veut dire que ça intéresse les gens de chasser le vide. C'est plutôt sympa. Quel que soit l'objectif, on peut avoir un objectif environnemental, RSE, chasser le vide, oui, traîner du vide, ça pollue. Ça peut être un objectif économique, le vide coûte cher, il coûte cher dans les camions, il coûte cher dans les cartons, il coûte cher en consommables, donc il faut chasser le vide. Mais ça peut être tout simplement aussi un objectif d'expérience client. Vous, en tant que client, vous ouvrez un carton, vous ouvrez un 400-600 pour avoir un pins à l'intérieur, ça vous fait pas plaisir, c'est pas rationnel dans le monde dans lequel on vit. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le contenant, l'entrepôt, le process le plus adapté pour chasser du vide. Les préoccupations peuvent être multiples. Et ça coûte cher aussi en foncier, parce qu'à l'heure du zéro artificialisation net, j'imagine que les entrepôts aussi doivent être les plus optimisés possibles en termes de place. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on cherche à avoir des entrepôts les plus denses possibles et à trouver des solutions de stockage les plus denses possibles pour avoir des entrepôts les moins étalés possibles et prendre moins de surface au sol. Et donc justement, on va parler des solutions qui existent pour chasser le vide. Alors bon, peut-être qu'on va commencer par les entrepôts eux-mêmes, ensuite par l'emballage, ensuite par les solutions logistiques plus globales. Ça vous va comme enchaînement? Dans les entrepôts, peut-être quelque chose avant que vous interveniez, c'est qu'on essaye en effet d'avoir des solutions de stockage très denses avec des autostores, des shuttles pour vraiment densifier le stockage. Je vous laisse compléter. Dans nos activités, si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes de près ou de loin lié à la logistique, au transport, le vide, c'est aussi l'optimisation des déplacements. Si on parle strictement entrepôt, on cherche à réduire le temps de déplacement pour réduire les kilomètres faits par les collaborateurs, la fatigue, et ne nous le cachons pas, pour améliorer la productivité de nos opérations. Quand on cherche à densifier, c'est soit parce qu'on a des problématiques foncières, le terrain est cher, zéro artificialisation des sols, Héloïse, vous l'avez dit. Donc on cherche à monter, on cherche à densifier, on cherche à utiliser de plus en plus d'espace en hauteur. Mais c'est également une façon d'améliorer des process de préparation de commandes, de stockage, parce que c'est diminuer finalement le temps perdu, si je puis dire, ou non productif pour les opérateurs. Et on améliore aussi d'ailleurs les délais, le délai d'expédition. Tout à fait. C'est un ensemble. Lionel Galli, Alors, quelle solution pour chasser le vide? alors pour ma part, il me sera plus facile quand même de vous parler des solutions d'emballage, donc du packing plutôt que du picking. Je laisserai Arvato la partie picking et BOA vous parler de ces parties-là. En packaging, il y a deux flux sur lesquels il faut travailler. On ne les travaille pas toujours de la même manière, le B2B et le B2C. Si je prends l'exemple du B2C, chasser le vide, des établissements comme l'ADEME ou des expressistes ont mené un bon nombre d'études pour se rendre compte qu'il y avait aujourd'hui 50% de vide dans les colis. 50% de vide dans les colis. Et, imaginez, évidemment, demain, il va falloir revoir le mode de distribution
ne peut plus avoir de camions thermiques, mais il faut des camions électriques. Ça coûte plus cher. Il va donc falloir revoir le volume de ces camions-là. Pour revoir le volume, pour revoir la distribution, il faut évidemment avoir des colis en cohérence et des colis à la bonne taille. Agathe, Gravier, vous vouliez... De notre côté, ce qui est important pour nous, c'est aussi de bien travailler les datas de nos clients. Donc, par exemple, les dimensions des pièces, parce que l'idée, c'est de faire du pré-colisage pour pouvoir savoir exactement ce qu'on va mettre dans chaque colis de picking pour déterminer le bon carton qu'il faut choisir et ainsi optimiser le remplissage. Ensuite, on a des solutions de réduction de hauteur des colis, le cas échéant si le colis est trop haut, et évidemment des solutions de packing, notamment Spark, qu'on utilise dans le groupe Arvato pour bien emballer les colis au plus près de la taille du produit. Ça, vous confirmez? Je crois que ce que vous dites est très juste. En fait, on a tendance à sous-estimer en amont l'importance de la data et du soft. Les solutions de packing, Lionel y reviendra aujourd'hui, ont largement évolué. Il y a des solutions qui sont très abouties. C'est la partie finalement émergée de l'iceberg parce que le vide se voit. Mais on a un énorme travail soft à faire en amont sur de la data, sur de l'analyse de process pour adapter la techno qui va bien dans l'entrepôt qui va bien pour limiter la taille des entrepôts. Et on a énormément de travail autour de la data, de la qualité des bas articles, justement pour essayer d'adapter au mieux le contenant au contenu et au process. Et ce travail-là est indispensable. Il ne se voit pas, il est sous le niveau de la mer, mais c'est celui qui va garantir finalement la pertinence de la solution qu'on va déployer. Et notamment, j'ajouterais, c'est aussi une gestion des datas dans le temps, c'est-à-dire que on a des clients qui ont des gros pics d'activité à certaines périodes de l'année. L'idée, c'est d'avoir des datas les plus précises possibles en amont pour pouvoir bien préparer, optimiser et planifier les opérations. Et évidemment, de ce fait-là, réduire la prise au sol, les surfaces, etc., quoi. C'est la difficulté aujourd'hui d'obtenir les datas. Il y a des boutiques, bien sûr, qui sont très bien staffés et qui monitorent un bon nombre de choses. Il y a en effet un effort à faire de ce côté-là. On ne peut que vous encourager aujourd'hui, pour une commande donnée, de connaître bien sûr les dimensions logistiques de vos articles, de connaître aujourd'hui les emballages que vous pouvez utiliser, la manière dont vous pouvez packer tout ça, de le monitorer pour qu'à un moment donné, si vous avez besoin de réfléchir à une éventuelle mécanisation, vous puissiez pousser à n'importe quelle entreprise vous proposant ce type de solution, vous pouviez pousser ces datas pour mener une analyse complète. C'est-à-dire qu'avant même la mécanisation, déjà disposer de ces données-là. Voilà. C'est vraiment ça. Agathe Gravier, vous vouliez compléter ? Je voulais juste rajouter aussi qu'on travaille aussi sur les services digitaux en amont de la logistique et de l'entreposage, c'est-à-dire que dans les sites web de nos clients, il y ait les bons outils pour que le client choisisse bien son article. Au lieu d'acheter 2 pulls en 2 tailles, qu'il achète un pull en 1 taille parce qu'il est sûr de sa taille, parce qu'il a les bons outils sur le site. Et ça évite les retours et donc le vide. Est-ce que c'est possible d'atteindre le zéro vide sur toute la chaîne, c'est-à-dire à la fois dans l'entrepôt, dans les cartons, dans les camions? C'est possible? On cherche l'optimisation. Après, ça dépend des produits. Ici, c'est de la chaussure avec les outils d'emballage, c'est facile. Avec d'autres, c'est plus compliqué. On optimise au max. On cherche à optimiser au max. Lionel Galli. Il y a déjà un premier sujet, c'est le vide présent dans l'emballage primaire. Regardez la boîte d'iPhone, est-ce qu'on a besoin d'avoir cette boîte-là? C'est une réelle question. Okay. Alors bien sûr, il y a la réglementation qui demande d'écrire un bon nombre d'informations sur l'emballage primaire qui, au final, en donne la taille. Et je pense qu'on pourrait quand même déjà travailler sur ce point-là. Parce qu'au final, on parle de l'emballage de regroupement, de l'emballage d'expédition, et d'essayer de diminuer au mieux le vide dans ce type d'emballage. Mais je crois que c'est un tout. Arriver à du zéro vide, sur la boîte à chaussures unitaire, on va y arriver. Sur du multi, on va faire au mieux. Mais il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, quelle solution d'amélioration on pourrait mettre en place pour tendre vers le moins de vide possible? Patrice Henrion. Alors, le tendre vers est la bonne formule. En fait, on est dans un métier de rationalisation. Est-ce qu'on peut intellectuellement imaginer du zéro vide?
Oui, mutualisation, on parlera peut-être de transport tout à l'heure, optimisation des postes de packing, des entrepôts le plus dense possible, ok. Mais à un moment donné, on a aussi une confrontation à une réalité qui peut être une réalité économique et une réalité de consommateur. Aujourd'hui, on met en place des outils pour parfois avoir le bon article commandé, puis de l'autre côté, on déploie certains opérateurs déploient des systèmes où on peut essayer à la maison et finalement initier encore plus de flux. Donc c'est une chaîne complète qui va travailler cette dimension de vide. Et le comportement du consommateur fait aussi partie de la chaîne. Donc le logisticien, le transporteur, l'automaticien, le mécaniseur va travailler ces dimensions. Mais c'est une chaîne qui est complète. Et est-ce qu'on peut tendre vers le zéro? Est-ce qu'on peut arriver au zéro? C'est un conte de fées quelque part. Par contre, est-ce qu'on peut être beaucoup plus rationnel dans nos manières de traiter ces sujets? Oui, j'en suis convaincu. Et j'ajouterais par rapport à l'attitude du consommateur que certains sites proposent par exemple de reporter, d'avoir un délai plus long d'expédition, et ce délai plus long d'expédition, il permet aux logisticiens et aux transporteurs de massifier les expéditions et donc aussi de chasser le vide. Juste pour information sur le micro, il ne faut pas mettre la main devant l'antenne. Donc normalement, là, ça fonctionne. C'est pour moi, ça. Voilà. Mais je le dis pour tous les trois. Voilà. Mais je le prends pour moi quand même. Donc la mutualisation, l'échange de données, finalement, dans ce que vous dites, c'est aussi de ralentir la consommation, c'est-à-dire que le consommateur, lui aussi, soit un petit peu plus responsable. Je crois qu'on peut lui expliquer aujourd'hui à ce consommateur le bilan carbone de sa commande. Je crois qu'il peut tout à fait prendre conscience de ces éléments-là. Et puis, je crois même qu'il sera ravi d'avoir l'information. Donc, je ne peux que conseiller aujourd'hui aux e-commerçants, pour exemple, de faire un peu de pédagogie, en effet, et d'indiquer lors de la passation de commande ce qu'il va en être si on est livré en 48 ou en 96 heures. Il y a de grandes chances que l'utilisateur final, Monsieur Dupont, accepte dans ces cas-là d'être livré en 96 heures en ayant un bilan carbone plus raisonnable. Et ça va permettre, pourquoi pas aux établissements Arvato, de pouvoir traiter la commande dans un temps plus long et de mieux massifier, mieux mutualiser, etc. Ouais, c'est ça, vous confirmez, hein? Tout à fait, tout à fait. Donc il y a une coordination à mettre en place. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il y a un travail d'équipe. Oui, on est tous acteurs de cette chaîne. C'est ça. Et donc, comment se met en place les coordinations? Alors vous, peut-être au niveau de la mutualisation, quelle coordination vous devez mettre en place avec les chargeurs? Oui, donc nous, on travaille avec nos transporteurs selon les produits et les lieux de livraison pour massifier dans les camions, pour mutualiser dans les camions les livraisons de plusieurs acteurs. Donc que ce soit dans la pharmacie ou dans l'entertainment, on va aux mêmes endroits pour les mêmes clients. Donc on y va ensemble, on mutualise les chargements. Très bien. Et au niveau de l'emballage, quelle coordination, quel échange est nécessaire? Alors la mutualisation, essaie de faire en sorte de regrouper les choses. Au niveau d'emballage, c'est pas bon pour cette partie-là. Je ne saurais que conseiller dans ces cas-là, si petit acteur il y a, de se tourner vers des établissements de services, des 3PL e-commerce, pour qui c'est le métier bien sûr de répondre au traitement de ce type de flux. Mais on a vraiment besoin d'une prise en compte très globale. La logique RSE que vous êtes en train de déployer dans vos entreprises respectives, certains la vivent comme une contrainte, d'autres les ont initiés bien avant y être contraints. Et cette vision un peu tour de contrôle de cette dimension devrait nous faciliter, alors c'est peut-être un peu ingénu comme raisonnement, mais devrait nous faciliter la coordination et non pas le traitement de problématiques spot. Parce qu'optimiser un emballage parfait avec une machine 3D, c'est une des composantes, mais si à côté de ça on véhicule des camions qui sont à moitié vides, ou des retours qui ne sont pas gérés, ou des entrepôts qui font 100 000 m² là où ils pourront en faire 20 000, on ne traitera qu'une partie du problème. Donc la coordination, c'est l'ingénierie que peut proposer un intégrateur, par exemple. On accompagne nos clients sur ces dimensions, mais c'est également le business model défendu par le client. Et finalement, cette coordination autour de la RSE, je pense, est un bon vecteur pour optimiser la chaîne de manière un peu plus globale. Un bon argument. Et quand on sait que le client final souhaite avoir un bon bilan carbone, le meilleur possible, et sensible à l'environnement, forcément que toute la chaîne y est sensible et fait des efforts et travaille dans ce sens.
Vous parliez de la pédagogie nécessaire envers les consommateurs, mais est-ce que les entreprises, les industriels, les chargeurs ont le même niveau de conscience aussi de ce qu'ils peuvent gagner à chasser le plus possible le vide ? Il faut bien sûr leur en parler, prendre le temps d'expliquer ce qu'il est possible d'avoir en termes de bénéfices. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'indiquait Patrice. Il faut mener une analyse, peut-être pas dans son coin, mais essayer de regarder l'ensemble des étapes du picking au packing au transport pour avoir dans ces cas-là un bilan global RSE très positif. On a tous notre part à... Il faut qu'on éduque, il faut qu'on prenne le temps d'en parler comme on peut le faire bien sûr aujourd'hui. Agathe Gravier, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste te dire qu'il y a aussi l'aspect data, dimension des produits. Si on a à la base, dans la construction d'un produit, dans le design d'un produit, les bonnes dimensions, ce produit sera plus facile à palettiser, à emballer, à transporter. Donc ça va dès le design du produit à la base, quoi. Il y a l'argument RSE, mais il y a aussi un argument, vous le disiez au début, économique, parce que de plus en plus de transporteurs veulent facturer au poids volumétrique. Oui. Donc le poids volumétrique, c'est que c'est pas seulement le poids, c'est avec le volume, et on se retrouve à payer finalement très cher une paire de chaussures si le carton est énorme autour. Oui, mais c'est bien sûr que la logique, c'est schizophrène ce que vous nous demandez. On est sur un métier de flux. On est basé sur la consommation. Donc raisonner en réduisant ces flux, etc. Il y en a certains dans la salle qui doivent dire, ils sont bien gentils, mais ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Qu'on soit intégrateur, qu'on soit exploitant d'entrepôt, etc. Le poids-volume est un bon exemple. Ça fait des années que c'est en place sur les produits export. Les containers aujourd'hui, le grand export, là où on est impacté par la facturation poids-volume, je peux vous assurer que les choses sont remplies au top. Donc évidemment, la contrainte économique est un bon moyen de faire bouger les lignes. On va le vivre collectivement comme une contrainte supplémentaire. Le poids-volume, on en parle depuis pas mal d'années. Tendanciellement, on ira, quoi qu'il arrive. C'est une question de temps. Et on devrait y aller assez massivement. Au niveau international, c'est déjà le cas, non ? Dans la grande majorité des pays, dès qu'on fait de l'aérien, c'est dès qu'il y a de l'aérien, c'est évident. Et même le routier international, généralement, est sur le poids-volume. Mais j'ai envie de dire, c'est un bon exemple que le facteur économique joue évidemment dans l'adoption plus ou moins rapide de ce qui peut être vécu comme une contrainte, mais qui n'est finalement qu'une évolution assez logique de la manière de travailler. Lionel Galli, vous vouliez compléter par rapport au levier économique? Oui, évidemment, chasser le vide pour obtenir un bilan RSE positif, mais il faut quand même que ça puisse rentrer dans un ROI, que ce soit héroïsable, j'ai envie de dire. Donc, il faut réfléchir à son bilan carbone, il faut tendre à chasser le vide dans les colis, évidemment, et aussi dans les entrepôts. Mais je crois qu'en menant cette analyse, on va se rendre compte qu'il y a au final d'autres bénéfices, de la productivité, de la réduction de coûts, de la réduction de matière, de la flexibilité. Bon, ça va aider, bien sûr, à obtenir ce ROI tout en réalisant ce bénéfice, tout en réalisant ce bénéfice carbone. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire mieux pour améliorer cette chasse au vide et pas cette chasse aux œufs, même si c'est bientôt? C'est un petit peu tout ce qu'on a déjà nommé, bien designer ses produits, être assez fluide dans la transmission des datas. On a parfois du mal à avoir des datas d'activité, par exemple, de forecast de nos clients. C'est vrai que si on connaît bien les forecasts, les prévisions de lancement, d'activité de nos clients, on arrive à mieux programmer, planifier nos activités et donc à mieux gérer la surface, à savoir exactement comment, dans un entrepôt multi-client, on arrive à superposer les creux des uns avec les pics des autres. Il y a un gros aspect données, communication entre les différents acteurs et ensuite mettre les outils en place qui nous améliorent les process et aussi les emballages. Et même la discussion avec les transporteurs pour pouvoir organiser les tournées, que les différents acteurs soient en ligne pour avoir des tournées qui correspondent. C'est vraiment une histoire de communication entre tous les acteurs de la chaîne. Alors, il y a les tournées aller, mais il y a aussi les tournées retour, c'est-à-dire de prévoir aussi que le camion qui revient de sa livraison ne revienne pas à vide. J'imagine que ça, c'est des choses à améliorer, cette gestion des... C'est pas que les retours, mais le camion retour, en tout cas. Bien sûr, ça fait partie.
Le camion est un sujet. L'emballage en est un fondamental. On a d'excellentes solutions B2C aujourd'hui en réduction de hauteur, en machine 3D. On est dans techniquement des choses très abouties. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la plupart des gens qui traitent un peu de flux sont éligibles parce que tu parlais de ROI, le payback sur ces machines n'est pas réservé qu'à des Amazon ou des Cdiscount. On a aujourd'hui la capacité à déployer ces solutions B2C sur pas mal de clients. Le retour, on a une tendance de fond qu'on commence à voir en France avec pas mal de startups qui s'emparent du sujet. C'est le côté réutilisable de certains emballages qui sont plutôt orientés B2B. Le B2C, globalement, on va encore rester durablement, je pense, sur du carton, optimisé, mais sur du carton. On a du mal à fermer la boucle en B2C. Mais en B2C, la boucle est difficile à fermer. Sur le papier, c'est faisable. Techniquement, ça demande quand même un énorme effort consommateur et un impact coût consommateur qu'on n'est pas encore forcément prêt à accepter aujourd'hui, de par les tarifications, mais je ne vais pas m'étendre. En B2B, on a quand même des leviers pour optimiser les tournées-retours. Sur la route, je pense que les gens y travaillent depuis pas mal de temps. Sur le contenant, il y a des sujets. On a traité des bacs navettes, mais les bacs navettes sont pleins de vide généralement au retour. Certains sont pliables, etc. Et on est en train de travailler pas mal de petites boîtes en France, de belles startups qui travaillent des emballages réutilisables. Et je crois qu'en B2B, c'est une des voies qui sera explorée dans les prochaines années. Lionel Galli, d'autres pistes d'amélioration à citer? Alors, en tout cas, concernant la partie transport et retour, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas nécessairement ma partie. Les améliorations à citer, je crois qu'en tout cas pour la partie emballage, c'est de bien travailler sur la matière et voir... Parce qu'aujourd'hui, tout ça pour vous dire, c'est que l'on peut, pour traiter un flux B2C essentiellement, travailler du sachet, travailler de la boîte carton, travailler différents matériaux aujourd'hui, essayer de tendre à travailler plus du carton que du polyéthylène, pour être honnête, mais aller sur peut-être plusieurs technologies, en tout cas ne pas fermer la porte et prendre le temps de regarder ce qui se fait sur le marché pour réussir au mieux à avoir là où les meilleures solutions à travers plusieurs mécanisations. Ouais. Il nous reste quelques minutes, du coup je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions. Vous voulez pas... Ah voilà, la chasse au vide. Bonjour, Nicolas, DPD France, on est transporteur. Dans l'ensemble de nos hubs, on mesure et on repèse tous les colis, 420 000 colis par nuit. Dans le dernier hub qu'on a ouvert à Paris, on est capable de remonter la data instantanément à nos clients pour leur dire ce qu'on a mesuré. Et pourtant, cette data n'est pas utilisée. Je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Alors, en effet, je peux en parler. Quand on mène des études, on demande beaucoup d'informations, un état des lieux à nos prospects, clients, order file, article file et transport file. Et bien sûr, on leur demande ces infos et ils les ont pas toujours et on leur propose de s'orienter vers leur expressiste pour obtenir ces informations-là. Donc, parfois ils le font, parfois c'est difficile. Il faut de la ressource évidemment hein, pour pouvoir traiter ces infos. Mais c'est une très bonne chose que vous puissiez bien sûr remonter ces informations-là. Je pense que de toute façon, un bon nombre d'expressistes le fait. Je ne peux qu'encourager, pour encore une fois monitorer et obtenir de la data, je ne peux qu'encourager les acteurs du e-commerce de récupérer ces informations-là. Oui, parce que l'information existe. Ah, la problématique, c'est la récupération. Un expressiste va prendre poids et dimension du colis. Enfin, donc s'il en traite 40 000 dans la journée, il va le faire 40 000 fois. La problématique, c'est effectivement de croiser les datas. Et en fait, on est tous friands de data. On est, pour certains d'entre nous, générateurs de data. On en fait partie, vous en faites partie. Je pense qu'Arvato, c'est la même chose. La difficulté, c'est d'arriver à les croiser et d'arriver à avoir des bases qui se parlent entre elles. Parce que le chargeur ou DHL, la question intéressante, va parler colis fini. Le chargeur, lui, va parler somme d'articles qu'on va précoliser. Mais du coup, quid du poids, du calage, et en fait on a du mal à faire travailler ces datas ensemble, mais les outils qui s'offrent à nous aujourd'hui vont nous permettre de, je pense, progresser significativement parce qu'on a des approches statistiques qu'on doit pouvoir massifier, mais ça demande un peu de mutualisation de data. Certaines entreprises sont ouvertes à ça, d'autres le sont un petit peu moins aujourd'hui. Donc il faut les harmoniser et puis il faut aussi avoir la capacité de les analyser. Est-ce que dans les entreprises il existe les data analystes
Oui, bien sûr, on a des data analystes. Alors, c'est en fonction du besoin qu'on a d'analyse qu'on met les ressources en face. Voilà, donc il faut qu'on ait le besoin un certain besoin pour mettre des gens qui analysent les chiffres pour obtenir une étude ou voilà. Mais en effet, Arvato, étant une grosse boutique, a des data analystes. Pas tout le monde a bien sûr ce type de personnes ou ce type de fonction. Mais ils peuvent s'appuyer dans ces cas-là sur des acteurs. Nous en sommes. On a des data analystes. On peut mener ces analyses pour eux. En effet, l'important, c'est déjà qu'on arrive ensemble à obtenir des datas et bien expliquer ce que l'on cherche à obtenir. Faire un peu de pédagogie pour montrer ce pourquoi c'est extrêmement important. Encore 2 petites minutes. Et bien voilà. Ce sera la dernière question. Bonjour, Jean-Christophe Lecorvic de l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté. On est en train de réfléchir à des solutions, je dirais en Bourgogne-Franche-Comté, pour avoir des meilleurs résultats en termes de transition énergétique, écologique. Et une question qu'on se pose, c'est l'optimisation des chargements, ça serait une piste, mais que peuvent faire les institutions, les acteurs publics? Et notamment, il y a cette question du temps aussi. Parce que j'imaginais en fait que si je dirais on utilisait plus de stockage et qu'on avait plus le temps, faire moins de livraisons par exemple à la semaine, peut-être qu'on aurait des chargements optimisés. Voilà. Oui, donc pour la deuxième partie de ce que vous dites, en effet, il y a déjà des acteurs qui proposent un délai plus important pour les livraisons des commandes des clients. Et donc nous, ça nous permet évidemment déjà d'optimiser mieux nos opérations et ensuite d'optimiser les transports aussi, puisqu'on charge plus les camions et donc il y a moins de vide. Des livraisons moins fréquentes. Donc un ralentissement, là tout à l'heure on en parlait du point de vue du consommateur, oui. Et ce serait bien aussi dans les magasins livrés. Tout à fait. Ouais. Côté OBA, on travaille certains sujets avec les collectivités également, c'est le réemploi, le changement de destination de certains lieux urbains. Je pense notamment des parkings. On travaille de plus en plus sur des -6, -7 où on va réallouer, où on va automatiser finalement des zones de stockage dans des zones qui changent de destination. Et on nous fait de plus en plus travailler des sujets d'automatisation sur les derniers niveaux de parking par exemple. Alors est-ce que les collectivités peuvent aider ? Je ne sais pas. En tout cas, elles peuvent se poser la question de si elles disposent dans leur parc sous gestion d'endroits dont on peut changer les affectations, parce que le vide, c'est parfois des parkings vides en centre-ville qui ne sont plus forcément ouverts aux voitures et dont certaines zones peuvent être réallouées à de la logistique urbaine. Ou qu'ils le sont, mais à différentes heures. Je crois que ça s'appelle l'intensification des usages. C'est que par exemple, quand on a un parking qui est 50% de son temps vide, peut-être que ce temps-là, de nuit, peut être utilisé, réaffecté à une autre opération. Merci à tous les trois. Et merci à vous pour votre attention et bonne fin de salon. On reste à votre Bonne journée. Merci. Oui, c'est dans l'habitude de pitcher un peu régulièrement. C'est pas trop compliqué, mais